c'est vraiment un plaisir voilà, d'être encore une fois parmi vous pour vous accompagner dans cet effort de formation continue. Et c'est un plaisir voilà, d'apporter notre touche un petit peu cardiologique en faveur de votre association. Donc aujourd'hui, je vais parler encore du cholestérol, mais sur un angle un peu différent, ce qu'on appelle le non-HDL cholestérol. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais on va voir que c'est quelque chose qu'on va devoir accepter et voilà, intégrer comme une nouvelle cible thérapeutique. Et on va voir, et je vais essayer de vous convaincre pourquoi c'est le cas. Bien sûr, dans une deuxième partie, on va voir des cas tirés de votre pratique quotidienne. Je tiens à remercier au passage les laboratoires Abbott qui ont eu la gentillesse de sponsoriser cette... C'est bon? C'est bon. Donc avant de démarrer mon topo, je vous prie, s'il vous plaît, de prendre en photo cette slide parce qu'elle est très importante. Et pas juste pour la prendre, mais ça résume vraiment les principales maladies, ou bien ce qu'on appelle les tueurs silencieux qui vont être à la source de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité de manière générale dans notre pays. Et quand on voit cette slide qui représente les statistiques 2019, disons concernant notre pays, ben on voit que sur le podium, ben on a les quatre, ce qu'on appelle les tueurs silencieux qui sont l'hypertension, l'obésité, le diabète et le cholestérol. Et quand on les voit comme ça, ben on s'aperçoit que ce ne sont pas des facteurs de risque qui vont être isolés, mais souvent dans votre pratique quotidienne, vous allez souvent trouver des patients qui sont à la fois hypertendus, diabétiques, obèses et dyslipidémiques. Et ça représente vraiment les adversaires, ou bien les ennemis qu'on va devoir vaincre au quotidien si on espère un jour réduire la mortalité cardiovasculaire dans notre pays. Alors, dans votre pratique, je vais vous donner un petit peu ce que vous faites et ce qu'on fait tous dans notre pratique quotidienne. Donc, d'habitude, on fait généralement un profiling du bilan lipidique et vous le faites généralement assez bien, comme vous l'avez certainement déjà appris. Et quand vous demandez un bilan lipidique, généralement, j'espère que vous le faites, vous ne demandez pas que le cholestérol et les triglycérides, vous demandez généralement un bilan lipidique complet. Sauf que quand vous demandez ce bilan complet, ça veut dire au moins le cholestérol total, HDL, LDL et triglycérides, votre laboratoire va doser le cholestérol total, les triglycérides, le HDL, et si les triglycérides ne sont pas très élevés, il va faire un calcul qui va vous donner, par la formule de Friedewald, il va vous donner la valeur du LDL, qui est en pratique le cholestérol total auquel on va soustraire le taux de HDL et le triglycéride divisé par 5. Et comme vous le savez déjà, certainement, le cholestérol, de manière générale, bien qu'on dose, bien qu'on ait les valeurs du HDL, du LDL, ce qu'on va vraiment utiliser en pratique quotidienne, c'est le LDL cholestérol, puisque, comme vous savez, on va devoir le cross-matcher avec le niveau de risque cardiovasculaire du patient, ce qui va nous donner le seuil d'intervention à partir duquel on va devoir traiter le patient. Et bien évidemment, ça va nous donner aussi la cible thérapeutique, ça veut dire l'objectif à atteindre quand on va mettre en route un traitement visant à réduire le LDL cholestérol. Les triglycérides, en pratique quotidienne, et c'est malheureux de le voir, et je vais essayer un petit peu de vous convaincre du contraire, on ne s'intéresse aux triglycérides que si vraiment les triglycérides sont à des taux très élevés, ce qui est, à mon avis, un peu... pas très correct sur le plan de la physiopathologie de l'athérosclérose et surtout du niveau de risque que occasionne l'hypertriglycéridémie. Voilà ce que vous faites et ce qu'on fait tous, ça veut dire quand vous avez le LDL, on va voir un peu le niveau du risque du patient et à partir de cela, on va dire je vais atteindre soit un LDL à moins de 0,55, soit 0,7, soit 1 en fonction du niveau de risque cardiovasculaire du patient. Et généralement, on va mettre, et on le fait tous, des statines qui sont des super médicaments qui ont rendu beaucoup de services aux patients diabétiques, mais également tous les patients cardiovasculaires, puisqu'ils ont toutes molécules, bien tout dosage confondu, ont apporté vraiment un plus sur le plan du bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire. Et on peut le voir. Globalement, les statines réduisent d'environ 21% le nombre d'événements cardiovasculaires à chaque fois qu'ils réduisent ne serait de 1 millimol le taux de LDL cholestérol. Tout ça, c'est bon et on est ravis d'avoir cette classe thérapeutique qui nous rend vraiment service à nous, mais surtout à nos patients. Sauf qu'il y a un mais, malheureusement,
on aurait bien aimé que les statines règlent ce problème de dyslipidémie à jamais, mais sauf ce qu'on constate, ce qu'on voit dans les études, c'est que même en traitant et même en ramenant les patients aux objectifs thérapeutiques, ben, on va toujours avoir des patients qui vont continuer à faire des événements cardiovasculaires. C'est ce qu'on appelle le risque résiduel. Ça veut dire même si on s'acharne à les traiter sur le plan objectif du diabète, de l'hypertension artérielle, des dyslipidémies, et on se croit vraiment trop bien faire, ben on va toujours avoir des patients qui vont continuer à faire des événements cardiovasculaires. Et ça, c'est malheureux. Et ça suppose juste une chose, ce n'est pas qu'on n'est pas suffisamment efficace, mais ça suppose qu'on a certainement d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qu'on n'a pas encore réussi à bien, identifier pour mieux les traiter. Et ce risque, résiduel est important à prendre en considération, d'abord dans notre manière de communiquer avec les patients, parce que faire croire aux patients diabétiques, hypertendus ou bien dyslipidémiques qu'une fois son hémoglobine glyquée bien maîtrisée, que son hypertension bien équilibrée, que sa dyslipidémie est bien traitée, et bien sûr, le patient va jouer le jeu, il va vraiment s'investir dans cette stratégie thérapeutique. Il ne faut pas lui faire croire que c'est bon, il est traité, qu'il ne court aucun risque, d'événements cardiovasculaires. Ça veut dire qu'il y a encore un risque, bien sûr, qui est beaucoup moindre comparativement à des patients non traités. Et on peut le voir ici, par exemple, quand on compare la torvastatine à 10 ou bien à 80 mg, bien évidemment, quand on met de fortes doses, on va réduire davantage le niveau de risque d'événements cardiovasculaires. Mais si on n'est pas pessimiste, mais on ne va pas juste voir la partie vide du verre, mais regardez qu'il y a toujours quand même en ayant bien traité nos patients, on va toujours avoir des patients qui vont continuer à faire des événements cardiovasculaires. Ça veut dire qu'on ne va jamais ramener cette courbe, d'événements cardiovasculaires vers le zéro. On va toujours avoir ce risque résiduel. Ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas encore arrivé à bien identifier la cible thérapeutique. Alors, on va reposer la question, pourquoi est-ce qu'on devrait faire un bilan lipidique complet si on doit regarder uniquement le LDL? Eh bien, tout simplement, et là, c'est des choses que vous avez déjà vues en physiologie, que c'est les lipoprotéines. Il n'y a pas que le LDL, malheureusement. Il y a beaucoup de lipoprotéines. C'est vrai que le LDL, c'est le plus connu parce qu'à juste titre, c'est vraiment la composante de lipoprotéines qui contient le plus de cholestérol et le plus athérogène. Mais il y a d'autres lipoprotéines qui sont également, et on va le voir, qui sont également riches en cholestérol, mais aussi de triglycérides, mais qui sont aussi impliqués dans le processus d'athérosclérose. Et du coup, ce risque cardiovasculaire résiduel pourrait peut-être venir du fait qu'on est focalisé uniquement sur le LDL, alors qu'il y a d'autres particules de lipoprotéines qui sont également athérogènes. D'où cette notion qui est un petit peu un concept qui est nouveau, qui est ce qu'on appelle le non-HDL cholestérol. Ça veut dire, en d'autres termes, on va prendre tout le cholestérol total qu'on a dosé dans le sang, auquel on va retrancher le HDL, qui est également riche en cholestérol, mais il est qualifié de bon cholestérol juste parce qu'il prend le sens inverse des lipoprotéines. Ça veut dire qu'il prend le sens tissu vers le foie. Ça veut dire qu'il a, disons, un intérêt d'épuration qui va être bénéfique. C'est pour ça qu'il est qualifié de bon cholestérol. Mais finalement, quand on fait ce calcul-là, on va isoler dans ce qu'on appelle le non-HDL toutes les molécules, bien toutes les fractions de lipoprotéines qui sont composées entre autres de triglycérides et de cholestérol, mais à des proportions un peu différentes. Mais en tout cas, ça ne va jamais être que le LDL cholestérol, mais également les VLDL, les IDL et le reste qui sont également impliqués dans l'athérosclérose. Et pour les plus anciens qui ont connu un petit peu les échelles d'évaluation du risque cardiovasculaire qu'on utilise, régulièrement pour nos patients, quand on compare ce qu'on faisait il y a 20 ans et ce qu'on fait maintenant, on s'aperçoit que en 2003, par exemple, l'échelle SCORE, on prenait en considération sur le plan lipide que le cholestérol total pour dire à quel niveau se situe le patient sur le plan risque cardiovasculaire. Dans les échelles un peu récentes, 2021, l'échelle SCORE toujours, on a pratiquement les mêmes choses, ça veut dire le statut tabagique ou pas, l'âge, le niveau de pression artérielle, mais regardez qu'on a maintenant le non-HDL cholestérol comme déterminant
bien comme représentant de la dyslipidémie pour évaluer le risque cardiovasculaire et non pas seulement le cholestérol total, encore moins le LDL. Alors, est-ce que ce nom HDL va changer un petit peu, disons, l'impact sur le risque cardiovasculaire? On va voir que si, oui, le LDL, oui, c'est vraiment une molécule très hétérogène. C'est à juste titre un ennemi à abattre, il n'y a pas de doute sur ça, mais il n'est pas suffisant pour expliquer toutes les maladies cardiovasculaires qui vont être présentes quand le patient n'est pas équilibré sur toutes les fractions lipidiques. Alors le nom HDL, certainement, là aussi on l'a étudié parce qu'on est encore en train de tâtonner, en train de chercher quelles sont les vraies composantes de la dyslipidémie, et surtout il y a un problème de seuil. À quel seuil on devrait traiter les patients, et surtout quand on va traiter les patients, quel est l'objectif à atteindre pour se dire tiens, j'ai ramené le patient à un niveau le plus bas possible sur le plan disons, risques liés à la dyslipidémie. Et quand on a cette méta-analyse, par exemple, qui a étudié, disons, le nom HDL chez les diabétiques tout particulièrement, ben on s'aperçoit que quand on prend comme composante le nom HDL, ça veut dire pas uniquement le LDL, ben on s'aperçoit que les patients avec un nom HDL élevé, ben ils ont 2 fois plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires que des patients qui ont un nom HDL qui est relativement équilibré. Et bien évidemment, ce qui est un peu négatif dans cette méta-analyse, c'est que le niveau de nom HDL n'augmente pas forcément la mortalité cardiovasculaire. Quand on s'intéresse aux triglycérides, qui sont, disons, la proportion, disons bien la fraction de la dyslipidémie qui a été relativement négligée ou oubliée dans les recommandations visant à traiter ou bien à mieux gérer les dyslipidémies, est-ce que les triglycérides ont également un impact dans le risque cardiovasculaire résiduel? Cette étude qui a englobé environ 3700 patients et qui ont suivi les patients sur le plan de leur niveau de triglycérides, on s'aperçoit que chez ces patients-là, aussi bien ceux qui avaient un LDL aux objectifs, ici à gauche, que ceux qui ont des LDL encore non équilibrés, sur les deux groupes, on avait, en fonction du niveau de triglycérides, une extension de l'athérosclérose qui était plus importante comparativement à des patients qui avaient des triglycérides relativement à un niveau bas. Pour vous dire que même quand on équilibre le LDL cholestérol, si on n'accorde pas d'attention au niveau du LDL, ou bien au niveau des triglycérides, ou bien si on veut être plus simple au niveau du nom HDL, on va certainement faire perdre à notre patient des chances d'avoir une meilleure prise en charge. Maintenant, se pose la question comment traiter, ou bien quels sont les bons choix pour traiter les dyslipidémies. Voilà la stratégie classique, ça veut dire qu'il va se baser à juste titre sur le niveau de LDL qu'on va croiser avec le niveau de risque cardiovasculaire qui va nous donner ces chiffres-là, qui sont aussi bien les seuils d'intervention, mais également les objectifs à atteindre quand on met en route un traitement par statine. Et vous allez avoir, en fonction du profil du patient, soit des patients pour lesquels on va devoir les ramener à moins de 0,55, c'est les patients les plus à risque, et des patients à qui on va donner des traitements qui vont juste les ramener à moins de 1,15 quand ils sont à un risque relativement faible. Mais si on adopte cette stratégie, on va juste diviser les patients en des patients avec des LDL dans l'objectif, qui sont ici en vert, et des patients avec des LDL élevés. Et on va leur donner tous la même thérapeutique qui est la statine, avec des molécules qui vont changer et des dosages qui vont changer, mais on va toujours avoir des patients ici en rouge qui même en les traitant, on va garder un risque résiduel. Si on adopte une stratégie un peu différente, ça veut dire si on prête attention aux différentes composantes du bilan lipidique, ce qui est maintenant disponible, c'est le LDL, le HDL, le non-HDL qui va regrouper toutes les molécules, mais également l'apoprotéine B et la lipoprotéine A, on va, profiler la dyslipidémie de manière un peu plus individualisée et on va pouvoir traiter les patients de manière un peu plus ciblée, ce qui va certainement nous donner un meilleur résultat sur le plan du bénéfice cardiovasculaire. Voilà les cibles thérapeutiques concernant le nom HDL. Ça, c'est tiré des recommandations de l'ESC de 2019 et qui vont également, si vous demandez à votre laboratoire de vous calculer tout simplement ou bien de vous le mettre sur le bilan lipidique
ou bien si vous le faites vous-même en retranchant du cholestérol total le taux de HDL, vous allez avoir une valeur qui correspond au non-HDL, englobant aussi bien le LDL, mais également toutes les autres fractions lipidiques qui est également à risque hétérogène. Et vous allez avoir des seuils, là aussi, que vous devez individualiser en fonction du profil du patient. Bon, l'ApoB, c'est également une cible thérapeutique, mais qui n'est pas encore implémentée dans notre pratique parce que le dosage de l'ApoB est encore un peu cher par rapport au bilan lipidique standard. Mais si jamais on arrive à doser l'ApoB, on va avoir une cible thérapeutique beaucoup plus logique. Je ne l'ai pas bien expliqué, mais l'ApoB, c'est le transporteur, ou bien c'est la protéine qui va être vraiment commune dans toutes les fractions de l'hypoprotéine. Tout cela pour vous dire que si vous traitez avec les statines seuls, vous risquez de ne pas vraiment équilibrer le non-HDL. D'où l'association, disons, parfois nécessaire d'associer des fibrates avec les statines, justement parce que les statines seules, et on le voit ici sur cette étude Safari, les statines seules sont hyper efficaces sur le LDL, il n'y a pas de doute sur ça, mais quand on va les associer à des fibrates, on va avoir un peu plus d'efficacité sur le LDL, mais surtout un meilleur équilibre des autres fractions, notamment la réduction franche des triglycérides, mais également une amélioration de l'HDL cholestérol et de manière générale, une combinaison fibrate-statine va donner de meilleures efficacités sur le non-HDL, ce qui n'est pas le cas ici en bleu foncé de la statine seule. Ça, c'est une étude qui a comparé, disons, la phénofibrate avec la simvastatine seule. Maintenant, quand on compare la combinaison avec une statine, disons, un peu plus puissante, la rosuvastatine, on s'aperçoit aussi qu'on va avoir, même si on est sur une statine de très forte intensité, la combinaison va donner un peu plus d'efficacité sur les différentes composantes lipidiques comparativement à la fibrate seule et comparativement à la statine seule. Et je rappelle que la rosuvastatine fait partie, disons, des statines très haute intensité. J'espère que je n'étais pas trop long sur cette étape théorique. Maintenant, on va voir des cas cliniques de votre pratique quotidienne. Et je vais vous donner deux cas cliniques qu'on va partager ensemble, si vous permettez. Tout d'abord, ce patient de 62 ans qui a la totale. C'est un diabétique depuis 15 ans, il est hypertendu, obèse, son diabète est au stade de rétinopathie diabétique, disons stade 1, mais le patient est asymptomatique. Et je vous projette ici son bilan biologique, et en particulier son hémoglobine glyquée qui est à 8,6, et surtout son bilan lipidique qui est le thème d'aujourd'hui. Et comme on peut le voir ici, il a tout d'abord un diabète clairement mal équilibré, avec une hémoglobine glyquée qui est vraiment à 8,6, donc témoignant d'un mauvais équilibre diabétique. Mais sur le plan lipidique, il a clairement un LDL élevé, c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire, donc l'objectif étant d'avoir un LDL à moins de 0,7. Ici, il a 1,05, et surtout, il a des triglycérides qui sont élevés et un HDL bas. Qu'est-ce qu'on aurait fait chez ce patient-là? LDL élevé, on va, comme premier objectif, essayer de réduire ce LDL. Le premier réflexe qu'on va tous faire, vous, mais également si j'arrivais à traiter ce patient, on va mettre une statine, de préférence une statine haute intensité parce que le patient est vraiment loin des 0,7 et on ne peut pas espérer un équilibre avec des statines, disons, d'intensité modérée à faible dose. On va devoir donner une statine haute intensité, en l'occurrence une rosuvastatine ou bien une atorvastatine, avec ici une dose faible à modérée, ce qui va nous permettre certainement d'atteindre l'objectif qui est de ramener le patient à moins de 0,7. On va également proposer au patient un meilleur équilibre diabétique en passant soit par une intensification de son traitement antidiabétique, mais également en jouant sur tout ce qui est mesure hygiène diététique, ça veut dire un meilleur régime et un peu d'activité physique, ce qui va rendre service aussi bien sur le plan diabétique, mais également ça va aider le patient à normaliser ou bien réduire son taux de triglycérides. Voilà, disons, la stratégie qu'on adopte tous, n'est-ce pas? Après 3 mois, il y a de l'amélioration sur le plan diabétique. L'hémoglobine glyquée c'est pratiquement équilibré, elle est à 7,3, c'est bien. Le LDL, grâce à notre statine, on a réussi à l'équilibrer, mais persiste encore des triglycérides qui sont à 3,1, donc ils sont encore élevés. Dans ce cas, on n'a pas le choix que d'associer en plus de la statine une fibrate
avec les mesures hygiéno-diététiques. Et vous savez très bien que pour un patient, notamment des patients comme ça diabétiques, il est plus simple pour eux de prendre un cachet que de faire de l'effort sur le plan du régime et de l'activité physique. Et on les comprend bien. Même nous, si on avait à changer notre régime alimentaire, franchement, qui d'entre nous réussit à le faire sans être frustré éternellement? 5 minutes, s'il vous plaît. Comment? 5 minutes. 5 minutes. Matrage. Très bien. Donc, chez ce patient-là, on va mettre une fibrate et le résultat est bon, puisque 3 mois après, sous une combinaison fibrate-statine, on a réussi maintenant à avoir un meilleur bilan lipidique. Si on juge que de ce qu'on a dosé, ça veut dire les triglycérides, le LDL et le HDL, et on est pratiquement à des objectifs thérapeutiques qui sont satisfaisants. Au passage, le patient, puisqu'il a été un peu bousculé sur le plan hygiéno-diététique, on a également, après 6 mois, un meilleur équilibre diabétique. Donc le patient est généralement, globalement, il est avec un bilan satisfaisant, ce qui va lui permettre de réduire davantage son risque cardiovasculaire. Bien sûr, quand on atteint des objectifs, il ne faut pas laisser le patient perdre cette chance-là, mais il faudrait maintenir le traitement par une combinaison, mais surtout insister sur cette compliance et cette adhérence aux mesures hygiéno-diététiques. Ça, c'est un premier cas clinique qui est relativement simple. Le deuxième cas clinique, c'est également un patient diabétique, fumeur, hypertendu sous bithérapie, une HTA déjà ancienne et compliquée de fibrillation atriale. C'est un patient également obèse, sédentaire, mais également asymptomatique. Et ça, c'est la plus grosse difficulté chez les patients. Quand ils sont asymptomatiques, on a du mal à implémenter chez eux des traitements, même si on a la conviction que ce sont des traitements qui vont leur rendre service dans quelques années. Mais tant qu'ils sont asymptomatiques, on va trouver du mal à les convaincre d'étoffer leur ordonnance avec plus de médicaments. En tout cas, pour ce patient, sur le plan diabétique, les choses sont plutôt satisfaisantes. Il a une hémoglobine glyquée à 6,3%. C'est bien, on ne peut pas demander plus pour ce patient de cet âge-là, mais sur le plan bilan lipidique, il est complètement perturbé. Regardez pour le cholestérol LDL qui nous concerne le plus, il est à 0,46. On peut se réjouir de ce bilan sur le plan LDL, mais par contre, les triglycérides sont à 4,2, donc ils sont élevés, et certainement que le laboratoire n'a pas calculé le LDL, mais il est obligé de le doser quand il a des triglycérides supérieur à 4 grammes par litre. Il n'a pas le droit d'utiliser la formule de Friedewald si le taux de triglycérides est trop élevé. L'acide urique est également élevé et la fonction rénale est normale. Chez ce patient-là, il est également à très haut risque cardiovasculaire. Le LDL est bas, hypertriglycéridémie, HDL bas, diabète équilibré, hyperuricémie. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Statine? Fibrate? Si on veut raisonner de manière classique, on va se dire, tiens, le patient, il a un LDL qui est dans les objectifs, il a des triglycérides élevés, mais ce n'est pas ça le concept dont je voulais vous convaincre, c'est qu'il faudrait voir la chose un peu différemment. Ça veut dire que quand on a des patients surtout diabétiques, ou bien avec des taux de triglycérides qui sont trop élevés, vaut mieux aller sur un calcul de ce qu'on appelle le non-HDL et ne pas avoir comme... Parce que si vous traitez que les triglycérides, vous n'allez pas avoir des seuils, des objectifs, chiffrés. Si vous passez par le non-HDL qui englobe un peu plus de molécules hétérogènes, le LDL qui est ici a des taux relativement bas, mais également des triglycérides, mais également tout ce qu'on n'a pas dosé. Le VLDL, l'IDL et toutes les autres lipoprotéines. Si on fait le calcul du non-HDL, ça veut dire tout bêtement, on prend le cholestérol total, ok, on retranche le HDL et on va avoir 1,47. Je vous rappelle que pour ce patient-là, il devait avoir un non-HDL à moins de 0,85. Chez ce patient-là, on va bien évidemment être insistant sur le régime et l'activité physique, mais on va devoir mettre une fibrate et un hypouricémion. Et le résultat chez ce patient-là est excellent, puisqu'au bout de 6 mois de traitement par fibrate, il a réussi à réduire son non-HDL, qui est maintenant à 0,8, donc il est au-dessous de 0,85, qui est l'objectif chez les patients à très haut risque cardiovasculaire. Quel message retenir de mon topo? Tout simplement, on ne va pas dire que les dyslipidémies, ce n'est pas quelque chose d'encore mystérieux. On ne peut pas dire encore que le LDL cholestérol n'est pas une cible thérapeutique.
Donc, ça serait vraiment une hérésie de ne pas le dire. Le LDL reste le principal facteur de la dyslipidémie à avoir comme objectif et à traiter et à équilibrer. Mais comme on a vu, il ne suffit pas de traiter le LDL ou bien de le ramener aux objectifs pour dire que le patient est à l'abri d'événements cardiovasculaires, puisqu'on a cette notion de risque cardiovasculaire résiduel qui persiste même quand on équilibre le patient sur le plan LDL. Et du coup, il est plus logique de parler de ce qu'on appelle le non-HDL, qui va englober un peu plus de molécules hétérogènes que le seul LDL. Comme ça, on va avoir des cibles beaucoup plus claires, beaucoup plus logiques, et qu'on va devoir traiter, bien évidemment, soit avec une statine seule, soit avec une fibrate seule, soit avec une combinaison qui est encore plus efficace, fibrate-statine. Je vous remercie et je vais juste prendre une seconde pour faire un peu de pub. Je dirige le DU de cardiogériatrie pour ceux qui s'intéressent à la gériatrie, qui veulent s'affiner sur le plan, bien sûr, le volet cardiovasculaire. Vous êtes invités à y participer. On commence les cours vers janvier et ça serait en 100% distanciel. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de l'UM6 concernant les modules qu'on va traiter et vous êtes les bienvenus si vous voulez avoir encore plus d'expertise dans le domaine. Je vous remercie. Merci, professeur Asfalou, pour votre présentation. On va prendre 2 questions. Merci, monsieur le professeur, pour votre conférence. Très simple et avec beaucoup de messages. Seulement, alors ce qu'on a appris l'an dernier, surtout ici, c'est qu'il faut privilégier, je crois, les statines, même si les triglycérides un petit peu augmentés, et associer les immunotinables que les fibrates. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Merci. Merci pour la question. Je pense comme vous, comme nous tous, que le LDL cholestérol va répondre plus aux statines, bien sûr en fonction de la statine qu'on va mettre en route, d'accord. Bien sûr, quand ce n'est pas suffisant et quand on n'arrive pas à atteindre l'objectif, on va passer à la combinaison ezetimibe-statine. Si ça ne marche pas, on va passer à des choses qui n'existent pas encore sur le marché, qui sont encore plus chères, qui sont les anti-PCSK9, qui sont encore plus efficaces sur le plan, disons, de réduction du LDL. Mais mon topo, il est différent. J'ai essayé de vous convaincre de la chose suivante, c'est que le LDL, même quand vous allez l'obtenir par n'importe quelle façon, régime seul, statine forte dose, statine ezetimibe, anti-PCSK9, mon topo est, pas mon topo, mais ma conviction, mais c'est basé sur des méta-analyses et des études, c'est qu'en réduisant même le LDL aux objectifs, en fonction bien sûr du profil du patient, on va toujours avoir du risque résiduel. Ça veut dire, en d'autres termes, cibler le LDL seul n'est pas suffisant. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne cible thérapeutique, c'est le cas, et on ne va pas dire le contraire, et je ne peux pas dire le contraire, mais ce n'est pas suffisant puisqu'on a cette notion de risque résiduel, tout simplement et tout bêtement parce qu'on cible une seule molécule hétérogène parmi 5 ou 6 qui sont toutes impliquées dans l'hétérogénèse, et aller cibler que le LDL, qui n'est même pas dosé en routine, mais seulement calculé, serait peut-être quelque chose qui n'est pas très logique sur le plan de prise en charge de dyslipidémie. Si on prend le non-HDL, ça va englober bien évidemment, quand on parle de non-HDL, il y a du LDL, mais également tout le reste qu'on a dû négliger. Une dernière question. Oui, merci, professeur Asfalou. Moi, ma question est simple. Est-ce que les traitements, une fois on est aux objectifs, est-ce que le traitement doit être gardé à vie? Ne plus refaire de dosage de LDL, HDL et triglycérides, ou bien il faut les refaire à... Ça, oui, merci pour cette question, elle est très intéressante. Alors, il faut distinguer deux grands patients. Est-ce qu'on est bien deux situations? Est-ce qu'on est en prévention primaire ou secondaire? Prévention secondaire, aussi bien pour les statines que pour les fibrates. Je n'ai pas mis beaucoup d'études, même si c'est le laboratoire Abbott qui sponsorise, mais je n'ai pas mis beaucoup d'études sur les fibrates. Mais ils ont, à part leur effet sur le bilan lipidique, ils ont beaucoup de ce qu'on appelle des effets pléotropes. Ça veut dire qu'ils agissent également sur la plaque d'athérombe en la stabilisant. Ils agissent, par exemple pour le diabétique, pour les fibrates, ils agissent sur la rétinopathie diabétique, sur le risque d'amputation. Et du coup, si on est en prévention secondaire, ça veut dire un patient qui a déjà une maladie cardiovasculaire, il est plus logique de garder à vie. Si on est en prévention primaire, ça veut dire un patient qui n'a pas encore, il est à haut risque, ou bien à très haut risque, mais qui n'a pas encore de maladie cardiovasculaire
établi, il n'a jamais fait d'infarctus du myocarde, il n'a jamais fait d'AVC. Dans ce cas, on peut se permettre, si le patient est équilibré sur le plan des paramètres lipidiques, bien sûr, s'il s'engage à garder un bon disons, régime et tout ça, on peut se permettre, disons, de faire des fenêtres thérapeutiques, de permettre aux patients d'avoir 6 mois de répit. Si le patient bien garde un bilan lipidique qui est normalisé, on peut ne pas le remettre de traitement. Mais si jamais le patient redéséquilibre son bilan lipidique, on est obligé de remettre le traitement. Merci, professeur.